Alors, en Australie, on rejette une proposition de loi qui donnerait de la position, en tout cas, qui propulserait les autochtones vers l'avant. Les autochtones aborigènes, vous avez certainement déjà entendu parler, oui, qui vous ressemblent sans doute, australiens. C'est-à-dire, ce traité désigne un cadre de réparation payable au peuple autochtone aborigène, réparation payable de l'argent pour tous les mal qu'ils ont vécu, partiellement ou à plein, et permettrait à ces personnes d'avoir des positions au niveau du gouvernement, avoir des positions sur le plan politique, avoir des positions en société, c'est-à-dire sur le plan bancaire, sur le plan financier, pour pouvoir élever leur statut social. That is an opportunity that doesn't belong to the politicians. It belongs to every Australian equally. Et on a donné une opportunité aux Australiens de pouvoir voter. Donc des individus, c'est chaque personne, chaque humain qui irait voter. Est-ce que vous acceptez finalement qu'on accorde aux autochtones, c'est-à-dire aux aborigènes, le droit de devenir comme vous, hein, être en gouvernement, enfin bref, d'être bien situé, d'être payé, avoir un paiement, de réparation pour tout ce qui s'est passé? La plupart des gens sont en train de voter non. Donc l'histoire n'est pas encore finie, on est déjà en train de voter. Mais les poules, c'est-à-dire la projection, démontre que cette loi ne passera pas. Parce que la grande majorité des gens ils sont en train de voter non. Non à cette loi. Les aborigènes ne peuvent pas devenir comme nous. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes opportunités que nous. Ils ne peuvent pas avoir de l'argent. Il ne peut pas y avoir de réparation. Il ne peut pas y avoir d'opportunités pour eux autant qu'il y en a pour nous. C'est bien triste de voir cette réalité, les amis. Quand on vous dit que c'est réel, hein, le référendum... Quelqu'un dit le référendum échouera parce que la plupart des gens peuvent voir que la déclaration, ça s'appelle déclaration Uluru, est une tentative de prise de pouvoir par les militants, déterminés à entraîner le pays vers le bas. C'est-à-dire la prise de pouvoir des aborigènes, pour eux, c'est une façon d'entraîner le pays vers le bas. Donc donner les terres aux aborigènes, c'est détrimental à l'évolution du pays. C'est bien triste, les amis, regardez-moi ça. Pour ceux qui connaissent l'Australie, les aborigènes ne sont pas traités correctement. C'est un pays très dur à entrer, l'Australie. Légalement ou illégalement, d'ailleurs. Vous n'en faites pas. Hein. Illégalement, on va vous jeter dans... Ils ont des îles appropriées pour ça, pas dans le mainland. On va vous jeter dans les îles. C'est là-bas que vous allez attendre. Oubliant qu'eux-mêmes sont venus. C'est-à-dire, eux-mêmes ont quitté chez eux pour venir vivre en Australie. La réalité est que l'Australie, pour la grande partie, fait partie, enfin la composition de l'Australie, c'est à cause des Anglais ou des Britanniques qui ont quitté la Grande-Bretagne à l'époque, en 1780, pour venir vivre en Australie. Et la grande majorité de ces Britanniques, évidemment, c'était des convicts, c'était des prisonniers de guerre. Enfin, pas de guerre, mais des prisonniers, des gens illicites, des voyous, des bandits. La Grande-Bretagne à l'époque traversait un petit moment très intéressant où il y avait saturation des prisonniers. Ils avaient besoin de se libérer un tout petit peu. Et en 1787, le 17 mai, il y avait eu une délégation, un convoi de 570 hommes et 160 femmes, avec 250 militaires. Ils ont quitté le pays, ils ont quitté la Grande-Bretagne en bateau. Donc 570 hommes, 160 femmes, 250 militaires sont partis. Ils ont quitté leur pays pour aller voir ce qui se passe ailleurs en Australie. L'objectif était quoi? On voulait exploiter un peu cette terre inconnue à l'époque dans le but de savoir comment est-ce que ça réagirait à l'égard de ces prisonniers, évidemment, pendant un temps. Parce qu'on avait bien peur. Ils avaient peur, se disant, enfin, la température, le climat australien est complètement différent au climat européen, et encore plus le climat britannique. Donc il fallait qu'il y ait des tests. Et pour tester, quoi de mieux qu'il y ait des prisonniers, au cas où c'était horrible ou horride, ils mourraient, il n'y a pas de souci. Enfin, ce sont des prisonniers, personne ne regretterait. Mais si ça marchait, dans ce cas, beaucoup plus de Britanniques partiraient et allaient se situer en Australie. C'était ça l'objectif. Bon, je ne sais pas pourquoi on a envoyé 160 femmes avec eux. Bon, enfin, on peut s'imaginer. Mais ils sont partis. Et quelques temps plus tard, les choses ont changé. Et depuis lors, le 26 janvier de chaque année, en Australie, on fête ce qu'on appelle Australia Day. Donc, journée de l'Australie. Ça, ce sont les Européens qui fêtent. Les descendants des Européens appellent ça Australia Day. Pendant que les aborigènes appellent ça Invasion Day, c'est-à-dire la journée de l'invasion, la journée où on a été envahi. Vous voyez un peu, l'histoire dépend du contexte de qui la raconte. Les Européens disent Australia Day,
Les aborigènes disent journée d'invasion, journée où on nous a pris ce qui nous appartient. La réalité est celle-ci, les amis. Les Britanniques, malheureusement, n'ont pas une très belle histoire. Depuis la nuit des temps, partout où ils ont été, c'était la terreur, la cata, la destruction. Partant de Indes aux Amériques, à travers la Chine et l'Égypte, ils ont commis des choses horribles, terribles, inexplicables, inadmissibles. Et malheureusement, ces choses se sont perpétuées partout ailleurs, jusqu'en Australie. En Australie, ils ont pris des terres qu'ils ont ravies aux aborigènes, qui étaient réduites carrément au néant. Les aborigènes étaient devenus des esclaves. Hein. C'était leurs enfants. On prenait chaque enfant dans chaque famille aborigène, partait dans une famille britannique pour aller laver les assiettes, nettoyer les pieds du chef, cueillir des je sais pas quoi là, couper l'herbe. C'était incroyable. Vrai esclavage, une vraie tristesse. Ces gens, évidemment, je vous rappelle encore une fois, ils nous ressemblent. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette couleur. Franchement, j'essaie de comprendre. Partout où on a été, où on est sombre, personne ne nous aime. Nulle part. Au fait, vous savez qu'il y a des Chinois noirs. Des Chinois noirs, ça existe. Oui, il y a des Indiens noirs. Ils sont méprisés chez eux, également. Il y a des Colombiens noirs. Ils sont méprisés chez eux. Il y a des Brésiliens noirs. Donc, c'est difficile à comprendre, je ne sais pas. Pourtant, si une personne de couleur blanche se présentait où que ce soit dans le monde, on va l'accepter. Même en Mongolie, il n'aura pas de souci, il sera sans difficulté. On va l'aider. Eh, venez, vous voulez visiter. Vous, maintenant, partez en Mongolie, on va voir. Non, prenez l'avion. Oh, je pars en tourisme en Mongolie. Partez, seul. Donc, les aborigènes ont souffert beaucoup. Ils sont issus de ce continent. On peut retracer leur histoire à 50 000 ans en Australie. Les Australiens blancs ne sont arrivés qu'en 1780. C'est là qu'ils sont arrivés, enfin, pour vraiment s'installer. Les aborigènes, ils sont depuis très longtemps. Mais évidemment, comme les aborigènes n'avaient pas des machine guns et des mitrailleuses pour combattre et résister, ils ont été battus et assujettis. Leurs terres ont été prises de force. Non, et c'est bien triste. Et ceci me rappelle l'histoire de l'apartheid. L'apartheid en Afrique du Sud, pour ceux qui ne savent pas, a commencé en 1948 et a pris fin en 1994. Triste histoire, triste partie de l'Afrique du Sud, triste moment de ce pays de Mandela, un pays grand, un pays merveilleux. En 1848, après la victoire de la Parti national aux élections, l'apartheid est devenu projet social du gouvernement, projet officiel. Premièrement, il est devenu illégal pour les citoyens sud-africains d'entretenir des relations interraciales. Désormais, un blanc qui regardait une noire serait jeté en prison. Un noir qui regarde une blanche, tu risques même la corde. C'était ça. Les citoyens étaient classés par des classes, 4 grands groupes de classes raciaux. Il y avait les Noirs, les Indiens, les Métis, qu'on appelle les Kalad, et les Blancs. Les Noirs, les Indiens, les Métis, on les appelle Kalad, ils ne sont pas vraiment Métis, enfin bref, ils sont Métis, mais on les appelle Kalad, couleurs, et les Indiens. Bon, les couleurs là, on les appelle, les Kalad ne se considèrent pas noirs. Au fait, les Kalad sont des gens qui ne sont pas nécessairement issus des couples des Blancs et des Noirs, pas toujours. Il y a beaucoup qui sont en effet issus des gens qui sont venus de la Malaisie, d'une partie de l'Asie à l'époque, qui sont venus en Afrique du Sud. Ils ont fait des enfants, ils se sont mélangés avec certains Noirs aussi, et tout ça. Mais ces gens-là se séparent catégoriquement des Noirs en Afrique du Sud. Et ils ont des comportements différents, ils n'ont pas leur propre langue, ils parlent afrikaans. Afrikaans, c'est la langue parlée par les Blancs en Afrique du Sud. Mélange de l'hollandais et l'allemand et un peu de français. Bon, pas trop de français, hollandais, allemand, bafoué, triffé, tout ça. Bref. Les Kalad ont plus adopté le côté blanc que le côté noir. Et ils se séparent catégoriquement des Noirs. Ils mangent des trucs... Enfin, bref, c'est un peu ça. À l'époque, l'Afrique du Sud a vraiment souffert. Les Noirs étaient classifiés, ils étaient rangés dans des camps. Ils n'étaient pas autorisés à aller faire l'école à des grands niveaux. Ils ne pouvaient pas être en politique, ils ne pouvaient pas voter. Pour se déplacer d'un endroit à un autre, dans leur propre pays, il leur fallait des visas. Dans ton pays, pour quitter un endroit pour aller à un autre, il faut un visa. Ils ne pouvaient pas prendre à manger dans les mêmes restaurants que les Blancs. Ils ne pouvaient pas aller dans les mêmes toilettes que les Blancs. C'était horrible. L'architecture sociale s'est intensifiée avec l'utilisation de l'afrikaans comme langue officielle de travail. La communication d'éducation, les Noirs n'étaient pas autorisés à voter ni à s'engager dans la politique. Ils étaient réduits à travailler pour les Blancs. Cependant, une résistance interne s'est développée au sein de groupes. Et tous ceux qui se levaient contre ce système étaient crachés, c'est-à-dire complètement ébranlés. C'était ça leur réalité. Jusqu'en 1994, après la sortie de Mandela de la prison, c'est à partir de là
que les Sud-Africains n'ont eu leur liberté. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils n'aiment pas trop les étrangers qui viennent illégalement chez eux. On pourrait comprendre un tout petit peu, avec toute la misère qu'ils ont vécue. Finalement, ils ont besoin de profiter de leur pays. Enfin, bref, je sais que c'est pas juste, mais bon, c'est ça. Donc, on est là, dans un contexte où l'Australie, malheureusement, un pays qui beaucoup de personnes trouvent juste et first world, first class, malheureusement, en réalité, nous montre ouvertement qu'on n'est pas tout à fait non raciste, non racialiste, avec les aborigènes qui ont vécu pendant 50 000 ans, aujourd'hui traités comme des animaux. Aucun respect, aucune considération. Les Australiens, et ici on ne parle même pas des membres du gouvernement, ce sont des individus, ce sont des citoyens de chaque jour qui votent. Ils ont voté non, 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 non. Ce n'est pas les politiciens. Quelqu'un disait, là où règne l'injustice, l'égalité paraît comme de l'oppression. Là où règne l'injustice, l'égalité paraît comme de l'impression. Tu as l'impression que si on devient égal, c'est injuste qu'ils deviennent comme nous. C'est injuste que les aborigènes soient comme nous. Nous, on vit comme ça depuis longtemps, mais eux ne peuvent pas être comme nous. C'est inacceptable. C'est ça, les amis. Merci infiniment. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense qu'il est essentiel de pouvoir comprendre un tout petit peu ce qui se passe autour de nous. Pas seulement se limiter dans un contexte réduit. God bless.